Je vais donc présenter les deux oratrices. On ne les a pas trop bien invitées à la bonne heure. C'est à 7 heures du matin pour l'une et à 9 heures du soir pour l'autre. Bonjour Marie-Michel et Victoria. Vous êtes les bienvenus. On va commencer avec une présentation de Marie-Michel sur la situation au Canada et on continuera par rapport à la situation en Australie. Je vais organiser la session après une brève introduction. Après, on aura la présentation avec quelques questions de clarification. Et après les deux présentations, on aura un peu de temps pour des questions-réponses. Et vous pouvez également poser des questions pour nous. Donc, on commence avec Marie-Michel. Marie-Michel a une maîtrise en développement de projet. Elle a travaillé dans le management et le développement durable. Elle a 15 ans d'expérience dans le développement et la promotion de bonnes pratiques dans la conservation. Et à l'actuel, elle travaille sur le développement des orientations spécifiques pour la National Conservancy du Canada. On peut dire qu'on a l'une des plus émérites des conservationnistes du pays. Pouvez-vous partager votre écran? Très bien, c'est parfait. Je pense que vous allez pouvoir le voir. Ici parmi vous, petite question d'orientation. Les diapositives sont en français, mais je donnerai la présentation en anglais pour simplifier la conversation. So hi everyone. Bonjour tout le monde, c'est un vrai plaisir pour moi d'être ici avec vous pour parler de notre expérience au Canada. Ce sera un petit peu un voyage par rapport à la situation dans le pays, dans tout le pays, mais je vais focaliser sur ce que je pense être les exemples les plus près à ce qu'on peut voir en France en particulier. Donnez-moi 2 minutes. Voilà. Au Canada, on essaye, on s'efforce à utiliser un terme pour parler de... On parle de Conservation Agreements, des accords sur la conservation. Le contexte de juridiction, puisque nous avons 3 outils juridiques dans le pays. À l'ouest, on parle de covenants au centre du pays. Et dans les maritimes, à l'est, on appelle ça des conservation easements. Et des covenants et des easements viennent du droit commun, qui est un système différent du droit civil. Ça se différencie au Québec. Et là, on appelle ça des servitudes. Donc, pour notre présentation, je vais focaliser surtout sur les vraies servitudes au Québec. Mais je prendrai également des questions qui tournent autour des différences peut-être à travers le pays. C'est quoi l'origine des servitudes? C'est important dans le contexte canadien d'essayer de comprendre d'où ça vient. Comme je l'ai déjà dit, la province de Québec est gouvernée par le droit civil. Et on se réfère à cela à Québec comme le Code civil. On appelle ça comme ça. C'est une série de principes dans le droit. Et surtout, le Code civil, le droit civil, se réfère à toute servitude, pas seulement des servitudes destinées à la conservation. C'est un contexte, une propriété s'appelle la servient land, en faveur d'une propriété dominante. Et par cette encombrance sur la terre, le propriétaire de la propriété doit respecter ou se conformer à certaines utilisations de la terre pour réaliser l'objectif de cet asservissement. Il n'y a que ça par rapport aux servitudes de conservation. Donc, cela devient une simple question d'interprétation de ces textes de loi, ces principes, pour en faire quelque chose d'applicable dans le cadre de la conservation.
Et je vais donc expliquer cela. Mais les notions clés, et je vais y revenir, mais il existe des risques et des limitations, puisqu'il s'agit d'une interprétation. Donc il n'y a pas de législation régissant ces questions au Québec. C'est une nuance clé par rapport à d'autres provinces dans notre pays. Donc, lorsqu'on parle de servitude de conservation basée sur ce que je viens de déclarer, il existe 5 composants qui doivent être en place pour qu'il y ait une servitude de conservation. Puisque j'ai fait référence à une terre serviant et dominant, en fait, il s'agit de 2 types de propriétés différentes. Et il faut que ça appartienne à 2 propriétaires différents, pas le même. Et le détenteur de la servitude, l'agence qui est responsable de gérer la servitude de la conservation, doit être le propriétaire de la terre dominante. La terre, c'est un concept intéressant, mais les 2 terres doivent être quelque part un peu adjacents. Et adjacents dans le sens où ils doivent être suffisamment proches pour que le service puisse être fourni d'une terre sur l'autre. Donc on ne peut pas dire que d'un bout de la province, il y a une servitude qui soit dominée par une terre de l'autre côté de la province. Il faut que le service soit fourni juste à côté. Par exemple, si on protège des marais avec de l'eau, pas seulement il faut qu'il soit suffisamment proche, mais il faut qu'il soit avec le flux d'eau, de manière à protéger la terre dominante. Il faut que ce soit en aval et non pas en amont. Et donc, comme je viens d'y faire référence, il doit y avoir un service entre la terre en servitude et la terre en dominance. Donc, si on continue l'exemple de l'eau, l'utilisation de l'eau dans la servitude, il faut que ça améliore ou aide à protéger la conservation, la valeur de la conservation inhérente de la terre dominante. C'est pour ça que le site, la localisation géographiquement a son importance. Et enfin, le propriétaire de la servitude doit accepter faire face à certaines obligations et plus fréquemment accepter de ne pas s'engager dans quelques activités, par exemple, de ne pas réaliser des activités dans la réparation, dans l'exemple de l'eau, ou de ne pas couper des arbres, ou ne pas bâtir dans certaines zones de la propriété. Mais c'est toujours en faveur au service du côté dominant. Je pense que j'ai parlé de ça à peu près, mais pour résumer, les éléments de base dont on a besoin, c'est toute la notion d'un service rendu et le voisinage utile. Et dans les 2 cas, les servitudes dans le Québec peuvent être enregistrées perpétuellement, ça peut être sans délai, mais la qualité adjacente doit aussi subsister dans le temps. Tout cela, je répète que tout cela, c'est une interprétation des codes. Il n'y a pas de législation qui directement définit tout ça. Donc, ça peut provoquer un certain nombre de challenges, de défis. Donc, comment est-ce qu'on peut disposer ces terres sur cette carte? Vous voyez au centre, vous avez une polygone en vert, et c'est donc la terre dominante. On ne le voit pas clairement sur la carte, mais c'est très près d'un sommet.
avec de faune et de flore qui se trouvent exclusivement sur ce sommet. Et cette propriété était sujet en très grande mesure à des activités forestières, de récréation. C'était très utilisé par la communauté. Mais pour pouvoir protéger les sommets, les cimes et leurs caractéristiques, et là vous pouvez voir à quoi ça ressemble, eh bien, la partie restante de la propriété qui se trouve en blanc, c'est donc la servitude. Il y a des restrictions imposées sur les terres en servitude pour pouvoir protéger le sommet. Donc, le Canada est propriétaire de la zone verte. Donc, nous avons la terre dominante. Et en blanc, c'est sous une organisation différente. Mais ils sont aussi sujets à des restrictions qui s'appliquent aux propriétés. Là, vous voyez uniquement le Québec, mais vous voyez l'étendue des zones protégées et dominantes au Québec. Pour l'instant, dans la province, il y a plus de 75 000 hectares qui sont sous protection. Et je dirais peut-être un peu plus de 10 000 hectares sont protégés par le biais d'une servitude de conservation réelle. Donc, c'est assez significatif. Si jamais un jour vous êtes conscient de certaines statistiques autour du monde, les États-Unis ont peut-être un petit peu plus à utiliser des outils similaires avec des conservation easement, mais même dans le reste des provinces, le ratio de servitude comparé à d'autres mécanismes est assez similaire. Donc, j'ai évoqué certains risques et certains obstacles qui viennent avec les servitudes. Donc, honnêtement, il y a un risque juridique dans toutes les trusts visant la terre et on en est conscient, mais puisque c'est une interprétation, il faut être très diligent dans la manière dont ces accords de conversation sont, ou des titres de propriété, sont écrits. Parce que s'ils sont challengés un jour, il y a toujours le potentiel qu'ils vont tous devenir challengés, si vous voulez, selon la nature du challenge, évidemment. Mais si, par exemple, si quelqu'un dit qu'ils ne sont pas suffisamment rapprochés, ça peut être un challenge, ou que le service fourni, peut-être qu'ils sont trop loin pour soutenir le service qu'ils fournissent, ou alors que le service lui-même, qui est ciblé, n'existe plus ou n'est pas possible de le fournir. Ah, il y a un problème de connexion. Il y a un problème de législation. Mais il n'y en a pas eu de challenge dans les tribunaux pour l'instant. Et là, on va parler de la manière dont on réfléchit aux cibles internationaux ou domestiques. On parle des objectifs 30 par 30. Il y a toujours la question à quoi les easements sur les servitudes comptent, ou est-ce qu'ils sont parfois, est-ce qu'il y a des utilisations incompatibles pour protéger la biodiversité? Évidemment, les restrictions s'appliquent sur les servitudes, mais ça ne protège pas tout. Parfois, c'est très spécifique. Donc, il y a une question perpétuelle due à cela. Est-ce que c'est une zone protégée ou pas? À long terme, et l'efficacité, si vous voulez. La connexion est très mauvaise, désolé, on n'entend pas. Normalement, c'est limité par le fait qu'il y a peu de restrictions qui s'appliquent. Mais puisqu'il s'agit d'une interprétation, c'est un accord entre groupes propriétaires, mais les restrictions s'appliquent à la terre. Donc la terre en servitude peut être traduite
transféré à une autre génération et qui n'a peut-être pas le même appétit ou intérêt pour la conservation et ils peuvent avoir une vision fort différente sur l'utilisation de la propriété et ça peut provoquer d'autres challenges pour s'assurer que la deuxième génération de détenteurs de titres puisse vivre. On appelle cela, donc les propriétaires de deuxième génération n'ont pas forcément le même niveau d'engagement, mais parfois le fait qu'ils ont une législation, ça peut aider dans la gestion de cette situation. Quelles sont les leçons apprises dans le pays, mais surtout applicables pour le contexte du Québec? Je dirais que la première leçon, c'est vraiment des normes et des pratiques en conservation. Les éléments clés, c'est de s'assurer qu'on ait un objectif clair et les objectifs qui peuvent être traduits pour décrire des services et être très clair sur les services fournis pour être sûr que nous avons des documents de la ligne de base, de situation d'origine, pour s'assurer qu'il faut dire ce que vous pensez, avoir des définitions des choses et des restrictions très claires qui sont bien énoncées. Et on se challenge avec, est-ce que ce sont des restrictions qui sont par rapport à un objectif? Est-ce que ça va faire une différence? Parce qu'encore une fois, le risque des défis au tribunal, et nous sommes très procéduraux, et c'est une façon supplémentaire pour s'assurer que nous avons fait tout ce qu'il faut pour préparer une clarté. Donc, sans un suivi correct pour s'assurer qu'il y a une conformité de la part des détenteurs et qu'ils remplissent leurs obligations, et la seule chose dont on dispose entre la Conservancy Nature et le propriétaire, c'est un morceau de papier. C'est tout ce qu'il y a qui les lie. Donc, pour atteindre la vraie conservation, il faut s'assurer qu'on va faire un suivi dans la surveillance. Donc, cela aide dans la crédibilité et l'intégrité et l'outil de la servitude. Et cela aide à améliorer la protection des valeurs de la conservation. Et cela aide également à remplir certaines obligations, mais aussi ça permet de renforcer des relations entre les différents détenteurs de propriété. S'ils sont présents sur la terre, on sera beaucoup plus facile quand il y a un changement de détenteur et pour aider le nouveau propriétaire à l'accompagner, pour comprendre l'importance de la conservation. Évidemment, ça ne sera pas complet sans parler des risques et des défis par rapport à cet outil. Je pense toujours que c'est un moyen incroyable de réaliser la conservation dans des cas très spécifiques et différents contextes. Donc, je pense que c'est un outil important dans notre boîte à outils. Et c'est tout pour moi. C'était rapide. C'est un vue d'ensemble rapide de quels sont les défis, en quoi ça consiste et comment on arrive à dépasser certaines choses, certaines faiblesses. Et je suis ravi de prendre des questions, si vous en avez. Merci. Merci, Marie-Michel. J'espère que vous venez d'attendre les applaudissements. C'était vraiment bien expliqué. C'était très technique et vous avez bien réussi votre coup. On est un petit peu en retard, donc j'avais dit que j'allais prendre quelques questions, mais je vais les prendre après la deuxième présentation. Donc on va mettre ça en attente d'ici là et on pourra passer à Victoria maintenant. Donc maintenant, nous sommes en Australie. Et Victoria a servi comme directrice de Trust for Nature en Victoria pendant 23 ans. Et elle a pris sa retraite à la fin de 2022. En tant que leader du Trust for Nature, elle a aidé la surveillance de la protection de dizaines de milliers d'acres de terre sous gouvernance de conservation. Donc, c'est leur version de nos easements. Elle a travaillé sur la biodiversité et la restauration du paysage pour compenser la perte d'habitat natif.
Victoria, partagez votre écran avec nous. Est-ce que tout marche? Je vais présenter le concept du covenant de conservation. C'est une structure juridique. On va parler de ses caractéristiques clés, l'origine, les développements et les réalisations en Australie, selon moi, et les leçons apprises. Donc, je vais commencer vraiment en vous donnant un instantané très court de l'Australie et notre système juridique pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Et je pensais, on m'a demandé de fournir quelques images, donc je pensais que vous alliez aimer voir le kookaburra. Et le kookaburra est venu me rendre visite et il est sur le porche devant ma maison. C'est joli, hein? C'est mignon. Prochain slide. Australie, c'est quelque chose de très grand. C'est à peu près la même taille que la partie contiguë des États-Unis, mais au lieu d'avoir 350 millions de personnes, on a une population de 26 millions. Donc 26 millions de personnes qui tentent de gérer une terre qui est énorme. C'est évidemment une terre qui est très sèche, très vieille, très plate, très rouge de manière interne. Et si vous regardez, et c'est la même taille, nous avons des côtes très longues. Et la terre, puisque c'est vieux et parce que c'est sec, c'est en fait, la terre est fragile. Et vous pouvez le constater dans la photo du bas de l'Australie. Autour des bords, c'est vraiment les zones vertes. Et vous pouvez voir à quel point le milieu du pays est extrêmement sec et extrêmement chaud. Le slide au-dessus, c'est le slide que je voulais inclure parce que là, on dépicte la partie indigène, la propriété par des propriétaires indigènes qui existent depuis avant l'Europe. Et de plus en plus, on prend en compte les intérêts, si vous voulez, des indigènes dans le travail qu'on entreprend au niveau de la protection des domaines publics et privés. Ensuite, voici quelques images pour vous donner un peu l'idée à quoi ça ressemble, la zone côtière. Nous avons deux côtes ici. Et au milieu, vous avez la côte est d'Australie. Et vous voyez, d'après ce slide, que beaucoup de zones côtières ne sont pas habitées ni cultivées. C'est l'océan Pacifique et après, en bas, vous avez la mer du Sud et rien entre la mer du Sud et l'Antarctique. Il n'y a rien d'autre. Prochain slide, c'est une série de photos à l'intérieur de l'Australie et vous pouvez voir. Prochain slide. L'Australie centrale, qui, pour ceux qui ont eu la chance d'y aller, vous saurez que c'est un formidable paysage. Vous pouvez voir en bas, à gauche, vous voyez à quel point c'est plat, l'Australie centrale. Et vous pouvez également voir à quel point c'est vieux et comment la végétation est basse. Et si vous avez la chance d'y aller, vous avez peut-être rencontré quelques faune et flore, y compris des dingos. Le système juridique en Australie
nous sommes une fédération de 6 États et 2 territoires. Ne vous inquiétez pas pour ça, mais en fait, je suppose c'est similaire au Canada et aux États-Unis. Il existe 6 gouvernements d'État et un gouvernement fédéral. C'est le gouvernement national. Nous sommes un pays de droit commun et par rapport à cette présentation, le droit régissant la propriété ou covenant law réside avec les États. Donc ce sont des États qui passent des lois qui régissent la manière dont on peut protéger la biodiversité sur les terres privées en Australie. Toutefois, c'est le gouvernement national ou fédéral qui est signataire des conventions régissant la biodiversité biologique. Et c'est tout à fait pertinent parce que le gouvernement national est très intéressé dans la manière dont l'Australie cible les objectifs 30 par 30. Donc, même s'il ne crée pas la législation directement qui permet des covenants ou d'autres formes d'instruments protecteurs, eh bien, le gouvernement national crée quand même des programmes et donne des incitatifs pour des détenteurs privés autour du pays d'entrer dans ces covenants, bien que la loi qui régit leur adhésion est basée sur l'État. En Australie, nous avons différentes détenteurs de terres et types de détention. Donc, nous avons les terres marron qui appartient au gouvernement. Nous avons des leaseholds, qui est la terre qui appartient au gouvernement, mais qui est sous location pour plus de 100 ans à des leaseholders. Et les détenteurs des leaseholders peuvent être toutes sortes de différentes personnes. Et de manière très pertinente, nous avons des zones indigènes protégées. Vous savez, c'est très sec au milieu du pays. Et beaucoup de ces terres-là appartiennent à ce sont des zones protégées indigènes. Il y en a beaucoup d'autres types de zones protégées, y compris des zones protégées de manière privée. Et les covenants de conservation, c'est l'outil principal pour créer des zones privées protégées. Le slide que je vous montre là démontre les différents types de zones protégées qui sont reconnues par le gouvernement national pour l'objectif de la Convention sur la diversité biologique. Je vois qu'on a avancé, donc je vais avancer avec. Je pense un peu à l'impact sur les covenants dans les accords de protection. Lorsque j'utilise le terme covenant, il s'agit d'une convention juridique qui régit la terre et qui protège cette terre en permanence et la biodiversité s'y est trouvant et aussi contribue à l'engagement de l'Australie sous la Convention régissant la biodiversité. En Australie, il y a quelques 6000 accords de conservation ou covenants ou conventions. Et c'est une forme d'accord juridique. Donc, j'utilise les deux termes, en fait. Il s'agit de quelques 6000 de ces conventions régissant les terres privées. Et on estime qu'ensemble, et ce n'est qu'une estimation, qu'ils protègent quelques 10 millions d'hectares en Australie, dans toute l'Australie. Cela veut dire, si on y réfléchit bien, que des zones protégées, des zones privées protégées, des zones qui sont protégées par des conventions de conservation ou d'autres formes d'accords permanents sont gérées par des milliers de différents propriétaires de terres en Australie. Probablement autour de quelques 6000 à peu près propriétaires en Australie sont propriétaires et gèrent ces zones protégées privées.
y compris des fermiers, y compris des environnementalistes, des conservancies et des aborigènes et d'autres indigènes. Il y a différentes coopérations de propriétaires en Australie qui ont une forme de protection sur ces terres. Je dois dire qu'en Australie, les zones protégées pour les indigènes sont à la hausse en nombre et évidemment en étendue des terres protégées. Voilà, ça c'est la grande photo. Maintenant, j'aimerais bien aller au fond de ce que c'est qu'une convention régissant les terres. Okay, so conservation. Donc, il y a des cabinets de conservation qui me disent ce que je dois faire. C'est un accord sur base volontaire entre moi et une équipe responsable de convention qui va nous permettre de mettre en route la législation. Et en Victoria, il y a une organisation qui s'appelle Trust for Nature. Il y a pas mal de contraintes et sont un petit peu comme ce dont Michel en a parlé. Cela veut dire que vous ne pouvez pas enlever la végétation native à cet terrain et vous ne pouvez pas avoir des animaux, par exemple comme le chat qui n'est pas natif. Vous ne pouvez pas faire des subdivisions et vous ne pouvez pas faire du pâturage intensif, vous ne pouvez pas changer les cours d'eau et vous ne pouvez pas avoir des activités récréationnelles. En fait, on peut négocier la conception, en fait, le texte même de la convention et chaque convention est accompagnée par un plan de gestion qui explique comment le titulaire du terrain peut s'en servir parce que en fait, cela peut être vendu et passer à des nouveaux bénéficiaires ou titulaires. L'origine, en fait, de ce convention de conservation a lieu à peu près autour de 1984 et en État de Victoria. Et en rouge, comme vous voyez, ça c'est la partie rouge. Le gouvernement de Victoria a créé donc cette Trust for Nature, l'organisation qui avait le pouvoir de faire des accords de ce genre avec les propriétaires privés. C'est ce qu'ils ont fait. Il y en a à peu près 1600 de ces conventions à Victoria. Par la suite, c'est parti dans le reste de l'Australie et essentiellement, c'est le gouvernement fédéral qui a le programme d'autorisation, les programmes créés par l'État de cette convention de conservation pour tout ce qu'ils veulent faire au niveau fédéral. En fait, ils veulent encourager les personnes, les gens, de rentrer dans ce genre de convention. Cependant, il y a pas mal de défis. Et je dirais que beaucoup de ces défis sont similaires à ce que Michel a dit ce matin, mais essentiellement, le plus grand obstacle aujourd'hui, c'est que si on pense à la biodiversité, pensez donc à la dimension de l'Australie. Il faut vraiment penser à une échelle de grands terrains. Cependant, les propriétaires sont tous privés et ils ne détiennent pas tout ce terrain. Donc, le problème, c'est d'avoir cette magnitude, avoir en fait cette échelle où il faut protéger le tout. Et donc, ça, c'est une des choses, c'est encourager les personnes de détenir des terres qui sont contiguës pour pouvoir bénéficier de la grandeur, si vous voulez.
Ensuite, comment créer des incitations, comment les encourager pour le faire? Au contraire, aux États-Unis et au Canada, il n'y a vraiment pas des encouragements fiscaux ou financiers pour entrer dans ce genre de contrat. Et c'était le cas depuis 40 ans. Et en fait, il y a des activités de caritatives ou philanthropiques, etc. Mais pour l'instant, je suis heureux de vous dire qu'il y a de plus en plus de programmes qui existent et qui encouragent les propriétaires fonciers de rentrer dans ce genre d'accord parce que c'est ce que le gouvernement veut faire. Alors, parce que si on veut faire partie de cette convention de protection de la biodiversité, il faut le faire. Mais, comme je vous dis, en Australie, il y a très peu d'incitations fiscales et financières. À part cela, il va falloir changer tous les outils que nous avons. Les outils qui existent sont là pour protéger ce qu'on appelle la végétation native. Mais maintenant, il faut le changer, il faut aller plus loin, évoluer, parce qu'il y a des activités de restriction d'écosystèmes et qui peuvent protéger en fait les objectifs de changement climatique, en sachant que dans les 100 ans à venir, les choses vont changer. Il ne faut pas que ce genre de convention soit trop restrictive et trop limitative. Et puis finalement, en Australie, nous pouvons avoir sur les terrains privés, des propriétés foncières privées, ces mêmes principes nationaux de protection. Alors, à la fin, je voudrais vous montrer cette image de Conservation Cabinet Property. Ça se trouve à Wedderburn. C'est une ville ou un village à Victoria. Vous allez voir que c'est pour la protection de la végétation native. Il n'y a pas de pâturage, il n'y a pas d'élevage, il n'y a que la biodiversité locale. Et puis finalement, ça c'est la fin en ce qui me concerne. Et je vous remercie beaucoup. Le son est très coupé. Merci. Merci beaucoup, Victoria. On vous a perdu juste à la fin, donc je ne sais pas si vous êtes toujours là et si vous nous entendez encore. Yes, oui, oui, oui. Malgré les problèmes techniques, c'est vraiment étonnant que vous soyez avec nous de l'autre côté du monde. Et nous avons un peu de temps pour des questions-réponses et j'ai même beaucoup de questions, mais j'ouvre la parole à mon public. Avez-vous des questions? Si possible, posez la question en anglais, sinon on va le traduire. Et je me posais la question en ce qui concerne le Canada. La propriété de le fonds servant, ce n'est pas une entité légale, ce n'est pas une personne morale, il n'y a pas de, si vous voulez, une autorisation en tant que telle des experts scientifiques. Oui, c'est exactement le cas. La seule autorité de conservation qui est impliquée dans l'établissement, dans cette servitude, si vous voulez, de conservation, c'est le propriétaire du fonds dominant. Dans ce cas-là, ce sera le Nature Conservancy de Canada et le titulaire du fonds servant, ça peut être n'importe qui, un gouvernement, une société, une partie privée. Peut-être des groupes qui sont intéressés par la conservation, mais il n'y a vraiment pas d'exigence en tant que telle. Il y a d'autres questions qui arrivent.
Je pose ma question en français. On a vu ce matin des contrats de protection patrimoniale, mais il existe en France des contrats de protection avec compensation des entreprises ou des privés qui font de la conservation pour un intérêt de compensation. Est-ce que dans les autres pays, il vous manque des moyens financiers, des incitations? Est-ce que dans les autres pays, au Canada ou en Australie, il y a aussi des systèmes de contrats pour de la compensation? Donc on fait de la conservation pour de la compensation. Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça peut être un élément motivant pour arriver à cette conservation? So the question is, this morning we talked also about Ce matin, on a parlé des servitudes contre la compensation. Est-ce que vous avez la même chose? Alors, au Québec, je vais vous parler du Québec pour l'instant. Puisqu'il n'y a pas de législation en tant que telle qui détermine l'utilisation de cet outil, le contexte dans lequel on applique ceci n'est pas très important. Donc, on peut parler de la compensation, on peut l'utiliser pour avoir de la compensation, même s'il y a beaucoup de discussions sur quelle est la limite, quel est le montant suffisant. La servitude même n'a pas vraiment été utilisée à cause des différents défis, c'est-à-dire pendant combien de temps faut-il cette compensation, quel est le montant, dans le but de comprendre l'impact. En ce qui concerne les incitations financières, au contraire de ce qui se passe en Australie, nous avons d'autres mécanismes financiers en plus, à part les dons, c'est-à-dire le don de la servitude qui peut être compensé par, en fait, un crédit fiscal ou sur la servitude, pas sur le terrain. Donc ça, c'est une incitation. Mais à part cela, il y a également d'autres possibilités potentielles. C'est un programme fédéral qui est géré par le gouvernement fédéral qu'on appelle le Ecological Gift Program. Donc, c'est un don. Cela veut dire que vous pouvez avoir, par exemple, une exonération sur les plus-values. Ça, c'est pratiquement la seule chose que nous avons. Mais bon, ce n'est pas nécessairement dans le package compensation. Victoria, voulez-vous rajouter quelque chose? Oui. Alors, la compensation financière. En général, on ne s'en sert pas. Dans ce domaine, c'est-à-dire la convention de compensation, de conservation. Alors, si j'ai bien compris la question, je dirais que il n'y a pas d'incitation fiscale ni de compensation pour entrer dans ce genre d'accord, mais de plus en plus, tout comme vous avez entendu au Canada, il y a des programmes au niveau de l'État et au niveau fédéral de chaque État. C'est-à-dire que vous achetez du titulaire du terrain certaines actions de protection et de gestion. Ces droits-là sont achetés et qui sont sécurisés par un accord permanent ou à perpétuité qui serait peut-être une convention de conservation. Alors, le gouvernement fédéral vient de mettre en route un programme qui s'appelle Nature Repair Market, un marché pour réparer la nature. Et ici, les propriétaires fonciers peuvent être encouragés d'entreprendre certaines activités de protection de la végétation. Je ne sais vraiment pas, dans ce cas-là, ce qu'ils entendent par compensation,
parce que honnêtement, ce n'est pas un vocabulaire qu'on utilise en Australie. Et je ne sais pas si ça veut dire quelque chose pour nous. Alors, si vous voulez un genre de compromis, merci Victoria. Et Marie-Michel, c'était extrêmement intéressant. Moi, je représente l'Association européenne des propriétaires fonciers. Alors, pour ce qui est de la première question, je crois qu'en français, compensation et le mot offsetting en anglais, c'est peut-être pas clair pour vous. Comment compenser, comment remplir en fait, comment vous aider puisque vous allez perdre certaines parties de vos droits. Bon, alors vous avez dit vous trouvez de l'aide grâce à cet objectif 30 par 30. Alors, comment vous le faites? Est-ce qu'il y a un genre de contrôle via les États? Est-ce qu'ils font un rapport sur ce qui se passe sur les propriétés privées? Je suppose qu'il y a un niveau de contrôle et c'est ainsi qu'ils peuvent faire un rapport. Peut-être que ça existe déjà au Québec. Est-ce que vous contribuez à ce genre de choses pour arriver à des objectifs internationaux? Oui, en Australie, le gouvernement au niveau national a des délégués. Et puis, comme je vous ai montré, nous avons les objectifs des ressources naturelles. Il y a des différents types d'objectifs qu'ils veulent atteindre. Et le gouvernement a déjà déclaré qu'ils veulent faire partie de 30 par 30 et ici, ils vont intégrer les conventions de conservation ou ces servitudes, si vous voulez, et d'autres accords. Apparemment, il faut être en ligne avec certaines obligations pour que le gouvernement fédéral les prenne en compte et le gouvernement fédéral a donné l'autorisation à certains gouvernements au niveau de chaque État, y compris le programme pour l'État de Victoria, par exemple, de contrôler. Le contrôle doit faire partie de ce programme. Comparé aux États-Unis, en Australie, et je ne connais pas les autres juridictions honnêtement, mais en Australie, la législation donne le pouvoir de rentrer dans ce genre de convention ou de servitude à des entités statutaires. Maintenant, je deviens un peu technique, mais donc, Trust for Nature, c'est la seule organisation à Victoria qui a le pouvoir pour rentrer en accord avec les propriétaires fonciers privés. Alors, il y a beaucoup d'accords bilatéraux entre différentes parties en Australie. Normalement, ce sont des entités statutaires qui rentrent dans ce genre d'accord avec les propriétaires fonciers. Ainsi, le gouvernement fédéral je dirais plutôt que la certification du programme devient plus simple parce que ce sont d'autres entités. Mais franchement, c'est le gouvernement central ou fédéral qui détermine si oui ou non ces programmes ont suffisamment de gardiens ou de personnes responsables pour déterminer le contrôle de ces zones protégées, et selon le CBD. Au Québec, c'est à peu près la même chose, le cadre. Et ces bases de données sont gérées au niveau central, donc au niveau du gouvernement fédéral ou central. Et des différentes entités, si vous voulez, de conservation peuvent envoyer leurs données directement. Comme le Nature Conservancy, on peut leur envoyer nos données directement, y compris certaines législations au niveau des provinces. Ils peuvent renvoyer leurs données directement. Alors, tout effort privé, lorsque je parle de privé, par exemple, les servitudes de conservation, comme le Nature Conservancy,
Nous faisons partie de ces objectifs. Nous contribuons, nous alimentons ces objectifs. Nous avons un registre central et évidemment, il y a également les recommandations, qu'est-ce qui est alimenté. Lorsqu'il s'agit de ces servitudes de conservation, il y a un point en particulier qu'on prend en compte, mais on peut en parler. Est-ce qu'il y a ou non des utilisations terrestres compatibles ou non pour la protection de la biodiversité in situ? Alors, est-ce que toutes les servitudes de conservation, est-ce qu'ils donnent suffisamment de protection pour assurer que toute biodiversité trouvée sur la propriété soit protégée? Donc, finalement, tout dépend de chaque cas et cela dépend des projets, cela dépend des organisations qui décident qui soumet ce projet. Au Québec, le gouvernement provincial de Québec a un outil de validation qu'on appelle les réserves de nature, Nature Reserves. Donc, si la propriété appartient à une conservancy qui se trouve sur le terrain de quelqu'un d'autre, ils peuvent établir leur valeur et désigner ces réserves terrestres. Ah, on perd le son. Je ne sais pas s'ils sont complètement reconnus dans la comptabilité au niveau local. Donc, c'est deux nominations, deux désignations qui n'est pas parfaite, mais ça, c'est une approche que nous avons. Je voudrais rajouter autre chose. Dans l'État de Victoria, toutes ces servitudes de conservation reçoivent l'approbation finale par le ministre de l'Environnement. Donc, ce n'est pas tout simplement un accord entre Trust for Nature et un propriétaire foncier, mais il faudra que ce soit le ministre de l'Environnement qui donne en fait sa validation. Donc, c'est une couche en plus, si vous voulez. Je sais que ces accords ne sont pas parfaits et il y aura beaucoup de discussions à Victoria. Peut-être qu'on peut augmenter le pouvoir de ce genre de convention. En pratique, on ne voit pas souvent, mais ce genre de servitude de conservation ne protège pas contre l'extraction des minerais ou des mines, etc. Et il y a beaucoup de conservationnistes et moi j'en suis une, que si on le couvrait, ce serait pour renforcer cette servitude de conservation. C'est sûr que le gouvernement central va dire que c'est un endroit protégé ou une aire protégée, mais l'Australie n'arrivera pas à atteindre ses objectifs CBD sans protéger les propriétés privées. Ils ne vont pas payer suffisamment. Parce que nous ne pouvons pas couvrir toute l'Australie avec ces aides sans pour autant protéger les propriétés privées. Alors nos gouvernements réfléchissent maintenant sur les programmes qu'il faut mettre en place pour encourager tout le monde à le faire. Et également, les propriétaires des terres fructueuses ou productives devraient également essayer de protéger les qualités de bonne qualité qu'ils ont chez eux. Merci beaucoup. Vous avez soulevé beaucoup de points très bons. Dommage que vous ne soyez pas avec nous en présentiel. Bon.
Maintenant, nous n'avons plus de temps, donc il va falloir continuer. Je voudrais juste vous dire qu'il y avait des questions en ligne également. Alors, si vous avez le temps, vous pouvez répondre comme vous voulez. À moi maintenant de vous souhaiter une bonne nuit, parce que c'est bientôt la nuit chez vous. Merci beaucoup d'être avec nous.